Bonjour et bienvenue sur ce podcast des femmes qui brillent et pétillent. Je suis Bénédicte et passionnée de parcours d'entrepreneuriat féminin. J'ai créé ce podcast dans le but de découvrir et de vous faire découvrir des parcours inspirants qui pourraient vous aussi vous inspirer et vous donner l'envie d'oser. D'oser créer vos projets, réaliser vos envies et franchir le cap de vos rêves les plus fous. Alors bonne écoute et bonne inspiration. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de découvrir Élise. Élise a 23 ans quand elle a sa première affaire, une boutique de vêtements qu'elle reprend après avoir obtenu son diplôme de stylisme. Une belle expérience d'entrepreneuriat avec ses réussites et satisfactions, mais aussi ses difficultés. Cela lui prendra tout son temps. Elle aura été dévouée pendant des années à cette boutique et après 4 ans d'activité, elle décide de tout envoyer valser. Elle vit cela comme un échec et décide de partir dans une autre ville et trouve un boulot dans le salariat en tant que responsable d'un magasin de déco, et c'est là qu'entrera dans sa vie la décoration d'intérieur. La suite, je vous propose de la découvrir tout de suite. Bonne écoute! Salut Élise! Salut Bénédicte. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de Brille et Pétille. Ça me fait vraiment plaisir. Écoute, merci à toi de m'inviter ici, c'est super cool. On va commencer tout de suite avec la traditionnelle question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Élise, j'ai 33 ans et je vis à Cognac avec mon conjoint et notre petite fille de 2 ans et demi. Ok, super. Et c'est quoi ton activité aujourd'hui? Alors moi je suis décoratrice d'intérieur et c'est tout récent puisque du coup j'ai changé de voie professionnelle en fait l'année dernière. Ok, Voilà. d'accord. Bah, du coup, on va revenir un petit peu en arrière et parle-nous un petit peu de ton parcours. Alors, peut-être après les études ou ce qui te semble pertinent, si tu as envie de parler un petit peu des études aussi. Ok. Écoute, on va dire que moi j'ai eu peut-être un cursus un peu pas chaotique, mais un peu qui me ressemble bien en fait, parce que je fonctionne beaucoup au coup de cœur et à l'instinct. Et j'ai changé pas mal de fois d'orientation, autant au lycée, soit parce que j'avais des idées vraiment préconçues et puis que les profs étaient pas spécialement d'accord avec ça. Donc j'ai fait des études scientifiques, après j'ai fait des études littéraires. Voilà. Ensuite, je suis rentrée dans une école de styliste modéliste, très grosse renommée internationale, etc. Donc c'était assez compliqué. C'était un cursus assez lourd, psychologiquement et physiquement. Faut le dire, c'est pas du stylisme, c'est pas que du dessin et de la couture 2 heures par jour. C'était un programme assez lourd, surtout avec cette école-là. Et, euh, et donc voilà, et ensuite fin de cursus, j'ai lancé avec l'aide de mon papa, j'ai fait une création d'entreprise donc sur Bordeaux. J'ai repris une boutique sur Bordeaux de vêtements de créateurs. Et en fait, le profil de la vendeuse était exactement le même que le mien, mais on avait 20 ans d'écart. C'est-à-dire qu'elle avait fait exactement la même école, les mêmes options, etc. Donc c'était vraiment très marrant de se retrouver là-dedans. Et ça s'est fait au feeling. Donc j'étais toute jeune parce que j'avais 22 ans, 23 ans quand j'ai fait ça. Et donc ensuite, j'ai repris cette boutique. Et puis dans la logique des choses, dans les mois qui ont suivi, j'ai créé l'atelier de robes de mariée. Donc j'avais un atelier de robes de mariée donc au sous-sol de cette boutique-là. J'accueillais mes clientes, etc. Et en fait, un jour, ça a pété. Je pense parce que j'ai tout donné pendant des années. H24, etc. Bon, voilà, hein, quand tu as une entreprise, c'est tous les jours, 7 jours sur 7. Et, euh, et j'ai tout envoyé valser. 4 ans après, j'ai mis en vente la boutique. Ça s'est vendu. Et puis, je pense que comme tout être humain, quand tu vis un échec, en fait, tu as envie de fuir. Tu as un besoin de fuir et d'aller voir ailleurs. Et c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, je suis partie complètement à l'opposé, parce que là, j'étais à Bordeaux, je suis partie à Reims. Donc vraiment à l'opposé de la France. Pour moi, c'était vraiment le nord. Je suis désolée pour les personnes qui vivent là-bas, mais pour moi, c'était catastrophique. J'avais vraiment besoin de m'exiler comme ça et j'ai pris l'opportunité de prendre un poste de responsable de magasin de décoration.
Donc voilà, c'est un milieu qui me plaisait bien, que je trouvais un peu en rapport quand même avec mes études. Voilà, c'était de la déco, des tendances, etc. Donc je me suis dit, vas-y, prends ce poste, fais ça. Donc c'était super sympa, sauf que ça s'est très vite terminé, mal terminé. On Ah, reviendra peut-être plus tard si on en reparle, mais voilà. Et là, je pense que j'ai vécu une grosse désillusion professionnelle. Après, une fois que l'être humain s'est exilé, il revient aux sources. Donc du coup, je suis rentrée chez papa-maman. Et puis en parallèle, en fait, parce que cette histoire à Reims, elle a duré que 6 mois. Ça a été très très court. Et en fait, 15 jours après avoir pris ce poste à Reims, j'ai appris que ma maman avait un cancer du sein. Donc tous les lundis, je rentrais, en fait, je faisais la navette entre Reims et la maison pour accompagner ma maman à la chimio, etc. Et en fait, au bout des 6 mois, quand ça s'est terminé, je l'ai mal vécu professionnellement, mais je l'ai mieux vécu personnellement dans le sens où ok, ça y est, t'as fait ta petite crise où tu devais partir. Maintenant, tu vas retourner auprès de tes parents, tu vas revenir auprès de ta famille, etc., tes frères et sœurs, et puis vous allez être bien tous ensemble, quoi. Donc du coup là, j'ai commencé à me poser et prendre un peu plus de temps pour mes proches et pour moi. Et je me suis dit, ok, j'ai vécu une mauvaise expérience, entre guillemets, un premier échec de société avec la boutique. Là, je viens de vivre une deuxième désillusion à Reims. Maintenant, faut peut-être se bouger un peu, tu vois. T'arrives à 28 ans, 29 ans, tu te dis, faut qu'il se passe quelque chose, quoi. ouais, qu'est-ce que je fais, quoi? C'est ça. Et là, je me dis, écoute, la déco, c'était quand même super bien. Donc, je vais passer mon diplôme de décoratrice d'intérieur. Et ça, c'était en 2018, donc quand je suis rentrée. En fait, à ce moment-là, mon père cherchait quelqu'un pour sa société. Donc, lui, il a une société en protection amélioration de l'habitat. Donc, il recherchait un ou une commerciale. Et j'avais déjà bossé avec lui et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Donc, du coup, il me propose le poste, j'y vais et puis je bosse, je travaille avec mon père. Et Et en parallèle, tu fais la formation, du coup. pas du tout. Ah Pas non, du tout. En fait, je forget complet. Je d'accord. switch Ah, complet. tu l'avais pas faite, en fait, Non, non, encore. non. En fait, je l'ai pas faite et si tu veux, c'était un coût parce qu'à l'époque, ça coûtait 700 ou 800 euros. Bon, c'est le même prix aujourd'hui, mais du coup, pour moi, si tu veux, c'était vraiment important et financièrement, c'était pas possible. Et surtout, je me disais, je vais pas passer un diplôme si derrière je le pratique pas. Donc, du coup, je travaille avec mon père, donc complètement dans autre chose. Et puis en même temps, j'ai re-rencontré mon amoureux. Et puis après, on arrive 2019, donc j'ai perdu ma maman. Mhm. Euh, donc là, du coup, on s'est vraiment encore plus recentré avec mon frère et ma sœur, avec mon père, etc. Puis bien sûr mon chéri. Et là, on a décidé en fait d'avoir notre fille. Donc j'ai en parallèle comment dire, cette envie et ce besoin d'avoir mon bébé, certainement parce que j'ai pas pu comment dire, rendre ma maman mamie Mhm. quelque part. Donc je me dis bon voilà, là il faut vraiment que je fasse ça. Et c'est bête parfois quand tu te mets des objectifs comme ça, mais bon. Donc du coup je fais ça et je tombe enceinte début 2020. Sauf que début 2020 il se passe quoi dans le monde? Covid. Notre ami Coco. Et donc du coup je suis enceinte. Il y a le confinement, etc. Donc c'était à la fois bien, mais à la fois compliqué quoi. Donc voilà, j'ai ma fille. Et en même temps, on se dit avec mon chéri, tiens, si on achetait une maison. Enfin, quand tu accouches, c'est pourquoi pas acheter une maison et de surcroît acheter une maison où tu gardes que les quatre murs. Tu vois, c'est Ouais. pourquoi faire ça? Ah oui, Donc donc vous avez acheté un truc à refaire, c'est ça? ouais, parce que du coup j'ai accouché en octobre 2020 et on a eu la maison en mars 2021. Donc c'était très 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 chaud. Donc Mhm. du coup j'ai allaité Avec un ma fille. nouveau-né, quoi. Ah, Mhm. c'est ça. Donc, j'allaitais ma fille, j'allais aux travaux. Son père l'a gardée la nuit. Moi, j'étais dans les travaux la nuit. Enfin, c'était un truc. Tu te dis, mais comment? Enfin, c'est pas possible. Enfin, comment on a fait ça? Enfin, bon, bref.
Donc, cette histoire de gros travaux, elle a duré 2 mois parce que, en parallèle, on avait notre maison et notre location, quoi. Donc, bref, on fait ça, on aménage. Et puis, la deuxième saturation, entre guillemets, parce que, j'avais eu ma fille, mais j'avais allaité ma fille. Donc, quand t'allaites, tu es H24, jour, nuit, plus les travaux. J'avais vraiment besoin de retourner au boulot. Parce que j'avais pris et on avait la possibilité financièrement de le faire aussi. Donc, j'ai pris mon congé parental d'1 an. Et donc, 1 an après, septembre 2022, septembre 2021, pardon, je retourne au boulot. Et mon boulot qui me passionnait jusque-là, en fait, plus du tout. Gros Mince. bide. Gros bide. Vraiment, moi, j'étais hyper contente de retourner travailler parce que je travaillais avec mon père, je travaillais avec mon frère. Et c'était génial. Et en fait, là, plus cette motivation de se lever le matin, tu vois, enfin, Tu c'était crois que c'est vraiment. lié à... Tu crois que c'est lié au fait d'avoir eu un enfant ou c'est lié à peut-être que tu as évolué? Parce Je que tu pense que adorais c'est. ça juste avant. Ouais, je pense que c'est les deux. En Ouais. fait, je pense que le fait d'avoir eu ma fille et d'avoir perdu ma mère aussi, Mm. et cette histoire de Covid, etc., mais moins, enfin, plus sur un deuxième plan, je me suis dit, OK, en fait, là, maintenant, va vraiment falloir que tu prennes du temps pour toi. Et là, en fait, je sais pas, ça me correspondait plus, j'avais plus tu vois, ce truc qui fait que quand tu te lèves, t'es hyper content d'aller au boulot. Et puis, moi, je passais des journées entières à pleurer. Enfin, vraiment, c'était compliqué. Alors que j'avais idéalisé un peu, tu vois, ce retour parce que justement, même si j'adorais mon bébé, que j'adorais mon chéri, que j'adorais notre maison, tu vois, j'en avais marre, en fait, de tout ça. Et je voulais vraiment retourner au boulot. Et en fait, ça ne l'a pas fait. Ça ne l'a pas fait du tout. Et je me retrouvais pas du tout, je me reconnaissais pas. Et à un moment donné, je me suis posée et j'en ai discuté avec mon conjoint et je lui ai dit bon, enfin c'est lui en fait à un moment donné qui m'a dit bon Élise, fais quelque chose parce que là c'est plus possible. Tu deviens invivable, c'est ingérable et c'est plus possible. Mm. Donc fais quelque chose. Et en fait, c'était très compliqué pour moi parce que dans ce boulot que j'aimais beaucoup, donc j'étais commerciale auprès de clients, etc., dans le milieu du bâtiment, que j'aime énormément, et en fait, on était censé avec mon frère reprendre la société familiale. Donc, psychologiquement, c'était compliqué parce que je m'étais dit, c'est génial, je vais retourner au boulot. En plus, on a ce challenge avec mon petit frère de reprendre la boîte, c'est génial, on va tout cartonner. Et pas du tout, Et t'avais tu plus vois. envie, quoi. Et Tu plus le du tout. sentais pas du tout. Ouais. Pas du tout. Et là, en fait, du coup, vraiment, tu te remets en question. Enfin, moi, pour le coup, je me suis vraiment remise en question. Je me suis dit, OK, essaye de, pas de te forcer, tu vois, mais essaye de dire, bon, allez, vas-y, mets-toi un petit coup de pied, ça va Mm. passer, c'est l'histoire d'une semaine, tu vois. Enfin, on a tous des moments de Oui, de haut et de doute ou de flottement ou... complet. Et en fait, ça passait pas, tu vois. J'ai repris en septembre, ça m'est déjà arrivé donc fin septembre. Après, j'ai passé une période de 3 semaines, un mois où ça allait. Et arrivé mi-décembre, je pleurais tous les matins et je voulais plus aller au boulot, quoi. Ah ouais, Et à ce point en plus, quoi. ah ouais, ouais, ça a été vraiment, c'était vraiment super difficile, quoi. Et à un moment donné, début d'année 2022, j'ai dit à mon père, écoute, je m'en vais, je m'en vais. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, c'est une blague. J'ai dit, Non, non. non, pas du tout. Et en fait, je m'en suis énormément voulu, tu vois, parce que je me suis dit, putain, tu prends un congé parental de 1 an où tu vois, tu comprends ce que je veux dire, tu vois, Oui, bah oui, oui. et mon père m'a dit, mais c'est une blague. Je dis, ben non, je peux plus, je peux plus. Donc mon père, tu vois, essayait d'aménager mon poste de travail pour que je fasse autre chose, pour que je vois autre chose et tout. Et ben non, ça le faisait pas non plus. Et je sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait, tu sais aussi d'avoir été à la maison, après, j'ai toujours géré mes plannings, j'ai toujours, même dans le boulot que je faisais avec mon père, je gérais mon emploi du temps comme je le voulais. Et je sais pas, peut-être que c'est le fait d'avoir été à la maison et de moins voir de monde. Tu vois, je sais pas, cette Mm. histoire de Covid, je pense que quelque part, ça a eu un peu de séquelles, j'en sais rien. Et donc, du coup, j'ai quitté l'entreprise et j'ai passé mon diplôme de décoratrice d'intérieur parce que, Ouais, du tu coup, vois, c'est revenu. Enfin, ouais, voilà, ça c'est tu revenu leur dis... complet. Et ouais. donc, tu vois, 2018-2022, donc 4 ans après.
Et là, j'ai passé mon diplôme de décoratrice d'intérieur. J'ai travaillé pendant des mois parce que mon contrat s'est arrêté en avril et j'ai lancé officiellement la société en octobre. Donc pendant plusieurs mois, j'ai travaillé vraiment sur l'identité visuelle, sur le logo, sur la communication, sur les supports de com, sur le site internet. Et puis voilà. Et puis nous voilà à aujourd'hui. aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors, on va revenir un petit peu avant. Donc, donc tu as déjà eu une expérience d'entrepreneuriat, puisque Ouais. tu avais ta boutique et tu as eu finalement, parce que je m'étais dit, tiens, je lui demanderais si elle a eu quand même une expérience de salarié. Tu en as quand même eu une quand tu étais responsable de la Ouais, alors boutique j'en ai eu. courte, Ouais. quoi. J'en ai Montre. une dans cette expérience de Reims. Et puis après, j'ai eu beaucoup de petits boulots, de jobs, tu vois, à l'époque. On pouvait travailler à partir de 16 ans. Je sais plus si c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne saurais pas te Sur dire, des mais. jobs d'été. Voilà, tu Mm. vois, sur des jobs d'été avec des conventions particulières, etc. Donc moi, de mes 16 ans jusqu'à mes 22 ans où j'ai monté ma boîte, j'ai toujours eu ma première société, du coup, j'ai toujours eu des jobs d'été. Donc si, moi, j'ai fait plein de choses. J'ai travaillé à Ouais. l'usine. J'ai travaillé Oui, dans tu as eu une... plein d'autres petits boulots Tout à quand même fait, ouais, salariés, quoi. ouais. Et cette expérience à 22 ans, c'est hyper jeune. Euh, Ça te paraissait être une évidence quand tu es sortie de l'école de faire ça? Ça a été une opportunité en fait ou ça s'est passé comment? En fait, ça a été suite à ma fin de stage quand donc j'ai passé mon diplôme de styliste modéliste sur Paris. En fait, on avait un stage à faire en fin d'année. Donc moi, j'ai pris un stage. J'avais envie de travailler dans la robe de mariée, donc j'ai fait ce stage. Et en fait, c'est une personne qui m'a dit qu'elle allait m'embaucher. Donc j'ai choisi les collections. J'allais faire les défilés. Alors à l'époque, c'était avec Miss Prestige, avec Madame de Fontenay. Enfin, tu vois, on faisait pas mal de choses. Et elle m'a vraiment, comment dire, associée à elle sur toutes ces recherches. Là, ça a duré 2 mois à peu près. Et en fait, le dernier jour de mon stage, elle me dit non mais en fait, je vais pas t'embaucher. Je te prends pas. Tu peux prendre tes affaires et tu t'en vas. Et là, ça a été, je pense, le premier gros coup de massue que je me suis pris vraiment. Parce que 15 jours avant, j'avais pris un appartement, j'avais déménagé de Paris mes affaires dans cette nouvelle ville, etc. Euh, et là, je me suis retrouvée sans rien, avec vulgairement parlant, une main devant, une main derrière. Hmm. Et là, j'ai fait une mini dépression, si tu veux, parce que j'avais eu un parcours, comment dire, scolaire qui était très compliqué. Cette dernière année avait été très compliquée aussi. Et là, d'arriver comme ça, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et en fait, moi, mon papa était, enfin, il est chef d'entreprise artisan et ma maman était salariée dans une grande enseigne nationale. Et donc, si tu veux, j'avais les deux visions à la maison, tu vois, la Oui, personne le côté salariée. salarié et le côté Et entrepreneuriat, ouais. c'est ça. Et je pense que d'un point de vue personnalité, ce qui me correspondait le plus, c'était le côté chef d'entreprise. Alors, je sais pas si c'est le fait d'être libre, entre guillemets, mais je pense que me concernant un peu, c'est plus ce qui est, comment dire, le fait de pas avoir de compte à rendre, tu Hmm. vois. C'est, Ouais, et je pense que c'est ce qui a un petit peu déconné à Reims. ouais, Je pense que je suis sûre même. ouais. C'est ce côté besoin de liberté et de t'organiser un petit peu comme tu veux. Ouais, ouais. Ouais. Ça, j'avais besoin. Et après, je pense que t'as des personnalités qui sont plus comme ça. C'est comme pour moi, je fais un parallèle là-dessus, mais c'est comme la fac. Je pense que la fac, c'est pas pour tout le monde. Et Clairement, ouais. tu mets une personne qui n'a pas l'habitude et qui ne sait pas s'organiser à la fac, je lui laisse malheureusement pas beaucoup de chance d'y arriver, quoi, parce Mm. que et pour moi, être entrepreneur, c'est ça aussi, c'est il faut que tu te tiennes tout seul par la main. En Mm. fait, t'as personne qui va te driver et te dire bon allez, là on y va, etc. Et je pense que c'est ça le challenge. Et moi, je sais que c'est ce qui m'anime tous les jours, quoi. Ouais. Et donc, du coup, pour revenir à cette boutique-là, ça s'est trouvé comment, cette reprise
de magasin à 22 ans? Donc du coup, quand ça s'est mal terminé en fait avec le stage, là ma famille a vu que c'était pas top niveau moral et je me voyais pas. Alors déjà je me voyais pas travailler pour quelqu'un et surtout deux, dans notre merveilleuse campagne, de trouver un poste de styliste, c'était pas possible en fait. Ouais. C'était pas possible, fallait retourner sur Paris. Euh, et en fait, moi, j'étais pas restée sur Paris parce que je me suis fait agresser, etc. Ça a été très compliqué. Donc, c'est pour ça que j'étais revenue en Charente. Et donc, du coup, mon père me dit, bah, écoute, Élise, je pense que tu as les capacités de management et comment dire, d'organisation et la fibre, quelque part, d'entreprendre. Donc, bah, écoute, on va essayer de trouver un fonds de commerce et on va essayer de te lancer. Voilà. Lui, il avait ce côté plutôt rassurant, enfin, comment dire, de prendre la sécurité et de se dire, plutôt que de créer un truc de A à Z, on va reprendre déjà une boutique qui a déjà une clientèle, etc. Et comme ça va rouler et ça va aller, ça va bien aller, quoi. Et donc, en fait, ça Donc, s'est fait comme ça. c'était déjà une boutique de créateur. Toi, tu Ouais, as c'était déjà repris. une, Ouais. c'est ça. Et, C'était et déjà, après, tu as ajouté par la suite un atelier de robe de mariée. exactement. Ouais, 6 mois après, en fait, parce que bah, je m'ennuyais, en fait. Moi, Ouais. c'était pas, voilà, j'avais pas envie de faire ça. Voilà. Mais toujours, tu vois, dans ce truc de, ça me fait chier. Donc, Ouais. je le fais parce que moi, j'ai envie. Et puis ça, enfin voilà, après, je l'ai vu après, mais ouais, c'est ce qui a fait que ça a pas pris. Et je pense que j'ai envoyé valser au niveau de la boutique à la fin, c'est qu'en fait les clientes, il faut se dire quand même que les clientes, quand elles sont habituées pendant 20 ans à avoir une personne, t'as beau passer derrière et prendre les mêmes marques, etc. Parce que c'était des marques qui étaient très atypiques. Des marques qui étaient assez onéreuses. On était sur des gros paniers moyens quand même. C'était vraiment dans une zone très, comment dire, quartier très chic, etc. de Bordeaux. Et ça a été très compliqué. Et en fait, je pense que c'est le truc qu'on n'a pas vu arriver. C'est ça. C'est le fait que ben, moi, j'arrivais. Alors, j'avais beau avoir 22 ans, le même diplôme que la personne qui était là, mais Ouais, mais pas du tout la même génération, quoi. Donc, c'est c'est ça. vrai que En fait, peut-être qu'il devait y avoir un décalage. Ouais. j'avais 20 ans de moins. Et mon tort, mon seul tort auprès de ces clientes-là, c'est que j'avais 20 ans de moins. Et C'est ça fou a parce été. que ça aurait pu, au contraire, ça aurait peut-être pu, tu vois, amener un peu de nouveauté, un peu de fraîcheur, un peu. Mais après, tu me diras, quand une clientèle est habituée à avoir quelque chose, peut-être que justement, ça ne leur a pas plu. Ben c'est ça. Et en fait, là où on va dire que ça a été, moi j'ai toujours tout donné, si tu veux, pour cette boutique. Je me suis toujours investie à fond, puis c'était super. Et en plus, enfin moi quand j'ai pris la boutique, j'avais 23 ans. Parce qu'on a commencé 22 ans quand j'avais les démarches. J'avais 23 ans. À 23 ans, tu vois, j'avais personne dans ma vie, j'avais pas d'enfant, j'étais vraiment tranquille, tu vois. Et Mm. pas de contraintes, voilà, que des libertés, donc vraiment top. Donc je pouvais vraiment bosser, je bossais H24. Et en fait, j'ouvrais encore plus au niveau des horaires, tu vois. J'essayais tout le temps d'arranger les clientes. Les clientes avaient mon numéro de téléphone perso. Elles m'appelaient, t'en as qui avaient des rendez-vous 1 heure avant l'ouverture de la boutique. Tu vois, par exemple, le lundi, j'ouvrais à 10 heures. Elle m'appelait, Élise, est-ce que je peux venir à 8 heures ou 7h30 parce que je voudrais une tenue pour tel rendez-vous, etc., machin. Et tu vois, au lieu de s'y prendre une semaine à l'avance ou 3 jours avant en me disant, Elise, est-ce que vous pourriez me faire des photos, etc. Non, fallait qu'elle vienne, il fallait que ce soit tout de suite. Et en fait, un de mes torts, ça a toujours été d'accéder à leurs requêtes et de toujours dire, ok, je le fais, ok, je le fais, ok, je le fais. Et à un moment donné, eh ben, je pouvais plus. Je pouvais plus Ouais. parce que j'avais l'atelier de robe de mariée. Et donc, du coup, vu que j'avais l'atelier de robe de mariée, bah, il y a notamment le lundi, en fait, bah, je fermais la boutique le lundi pour les rendez-vous des robes de mariée et le soir. Et donc, la boutique était fermée. Et en fait, je me prenais des réflexions parce que, bah oui, mais l'autre personne qui était là avant toi, elle aurait jamais fermé la boutique, elle aurait jamais fait ça. Moi, j'avais le droit à des remises, toi, t'en fais pas, etc. Ben, moi, j'en fais pas parce que je reprends et que j'ai pas la même trésorerie qu'une personne qui a 20 ans de boutique. Et en fait, c'était tout ça où pour elles, je pense qu'elles ont, enfin, pas toutes, hein, mais une grosse partie ont fait l'amalgame entre, bon, bah, ok, elle reprend la boutique,
elle a cet âge-là. Donc, en fait, c'est que, en plus, elles avaient fait un gros amalgame dans le sens où elles pensaient que le monsieur qui venait manger avec moi parfois le samedi midi était certainement la personne qui m'entretenait, alors que c'était pas du tout mon mec, c'était mon père. Ah oui, ouais, Et d'accord. ça, je l'ai su quand j'ai fermé la boutique, où on m'a dit, non, mais en fait, Élise, on a compris que c'était ton père. D'autres, même pas des clientes, en fait, c'est les commerçants d'à côté qui m'ont dit, ben en fait, Élise, on pensait que c'était ton mec. Je dis, mais ça va pas ou quoi? En fait, voilà, les gens ont pensé et tout le monde s'est, tu vois, en fait, ça a fait un microcosme. C'est tout Mm. petit. Donc, du coup, ça a fait un microcosme et tout le monde s'est engrainé là-dessus, comme quoi, bah, j'étais la petite nouvelle qui débarquait. En gros, bah, j'avais soutiré de l'argent à un monsieur qui était plus âgé que moi. Bah oui, on a 20 ans d'écart, mais c'est mon père, quoi. Ouais, Et, ouais. et ça a fait un C'est fou. schmilblick pas possible. Et ça a entraîné plein de choses et notamment, entre autres, le fait qu'à un moment donné, j'ai dit, je peux plus me prendre 50 réflexions dans la journée. Mm. Psychologiquement, ça devient trop dur. J'arrête, j'arrête. Mm. C'est vrai Voilà. que dans les reprises, on n'y pense pas vraiment, mais c'est vrai qu'il y a tout un historique en fait Mm. d'entreprise, quoi. Et Ouais. je sais pas, Et j'en ai jamais, j'ai jamais trop parlé de ça et tout ça. C'est la première fois que ce cas arrive, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, quoi. Un historique avec une clientèle, des habitudes, une culture d'entreprise et tout ça, quoi. ouais, et puis tu vois, moi je m'étais dit bêtement, parce que bon, cette personne, je suis restée quand même avec elle 3 mois. Pour faire la passation, tu vois, pour qu'elle me présente auprès des clientes. Ça se passait très très bien au début, vraiment sur la première année, ça s'est très très bien passé. Et puis arrivé à un moment où, ben, quand elles ont vu que ben, j'ai lancé cet atelier de robe de mariée, que ben, je rajeunissais un petit peu aussi le côté des marques, etc. Non pas parce que je voulais et j'aspirais à autre chose qui me corresponde plus, mais parce que aussi il y a des marques qui ne se faisaient plus, qui se vendaient moins, etc. Donc nous en salon on les trouvait plus. Il y a des choses qui tendaient à disparaître et aussi des choses qui commençaient à devenir encore plus chères. Moi, pour te donner un ordre d'idée, le panier moyen à la boutique, on était sur du 1 000 euros. Ah oui, en effet. Voilà, on était sur des grosses pièces. En moyenne, on était sur des robes entre 400 à 700 euros. On était vraiment sur de la pièce de créateur, sur des séries limitées, vraiment des choses assez pointues. Et moi, si tu veux, quand on me dit, bah, ce manteau-là, au lieu que vous puissiez le vendre 900 euros, vous allez être obligé de le vendre 1003, 1004, ben, à un moment donné, pour moi, c'était pas gérable parce que je savais que la clientèle, non pas qu'elle pouvait pas se l'offrir, mais si elle me prenait qu'une pièce à 1004, ben, elle ne prendrait pas le reste. Mm. Donc, c'est là, en fait, où j'ai essayé de l'expliquer à certaines clientes qui l'ont compris et d'autres clientes qui ne l'ont pas compris. Et en fait, elles m'ont vu comme la personne qui a, pardon, cassé cette boutique et cassé l'institution qui était en place là depuis 20 ans. Et sur les derniers 6 mois, ça a été vraiment, c'était très, très dur. Psychologiquement, c'était très, très dur, quoi. Ouais, pas évident, hein, la reprise, hein. Franchement, c'est vrai, Non. à gérer. Et, et tu vois, bon, cette histoire de boutique, ça a été longtemps dans ma tête comme un échec. Aujourd'hui, je le prends plus comme une expérience, etc. Mais parce que j'ai le recul pour. Oui, je voulais te demander tout à l'heure justement parce que t'as dit le mot échec et justement j'aurais rebondi dessus en te disant est-ce que Ouais. vraiment tu le vois comme un échec aujourd'hui quoi? Maintenant, non. Mais au début, oui. Au début, oui, parce que bah tu te dis bon bah voilà, j'ai fait un truc. En plus, bah t'investis de l'argent, c'est pas ton argent, c'est Mm. l'argent de tes parents. Tu vois, tu dis je leur dois ça quelque part. Et en fait, bah t'y arrives pas. T'y arrives pas. Et ce qui a été dur encore plus, c'est que tu te dis bon bah voilà, tu fais une grosse école et en fait ça sert à quoi de faire une grosse école qui va coûter des dizaines de milliers d'euros pour au final pas y arriver. Mm. Euh, et c'est là où ça a été compliqué. Et tu vois, cette histoire de reprise d'activité, c'est la seule chose qui m'a mis un frein quand on a eu la possibilité avec mon frère de reprendre la société de mon père. Parce que tu te dis, j'ai
inconsciemment, moi, je me suis dit, écoute, Élise, t'as pas été capable de reprendre et de pérenniser une boîte qui était là en place depuis 20 ans, certes avec une autre personne, etc. Et pourtant, sur le papier, t'en avais les capacités. Peut-être que j'avais pas l'âge, peut-être que c'était pas le bon moment, on n'en saura jamais rien de toute manière. Mais là, tu vas repasser derrière ton père. Ça fait 30 ans qu'il est là et c'est ton père. Et dans le raccourci cerveau des clients, c'est les enfants. Et les enfants, on attend toujours plus que la personne qui était là avant. Tu vois, Tu l'as et, et créé, ouais. j'ai et j'ai toujours eu cette petite voix qui me disait, OK, Elise, tu veux reprendre, c'est cool, ça va être top, c'est avec ton frère, c'est génial et tout. Et d'un autre côté, tu sais, cette petite voix qui dit attention, 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 attention. Et je pense que c'est une des choses, bon, outre le fait que quand je suis revenue au boulot, ça matchait plus, mais c'est une des choses où je me suis dit, attention, Alice, ça va être dur. Ça va être dur Ouais, parce t'avais que, peut-être pas envie de reproduire un schéma où la reprise, ça avait été un peu compliqué, quoi. ouais, et surtout, voilà, surtout ça, où tu repasses derrière quelqu'un, on te dit, bon, ok, ça va être dur et t'en prends plein la tête. Et là, je pense que d'en prendre plein la tête par rapport à quelqu'un que tu connais et qui t'a fait et avec qui tu vis depuis 30 ans, c'est encore plus compliqué, quoi. Mm. Ouais. Voilà, la reprise, c'est quelque chose qui peut être, je pense, très très bien, qui se passe très bien, je pense, dans la majorité des cas. Mais c'est quelque chose à vraiment bien penser parce que c'est, C'est toute une histoire, quoi, derrière ça. ouais, c'est Mm. difficile et avec le recul, je pense que peut-être une des erreurs que j'ai pas faites parce que bon, moi j'ai eu cette boutique pendant 4 ans, presque 5, et en fait, au bout des 3 ans, pour les 3 ans, en fait, j'ai voulu vraiment j'ai refait toute la déco, j'ai changé une partie des marques, etc. pour remettre vraiment un coup de jeune. Et là, en fait, les clientes ont été complètement paumées et n'ont absolument rien compris. Alors que on m'a fait le reproche de me dire, bah en fait, Élise, ça t'aurais dû le faire au tout début. Et j'ai pas voulu le faire au début pour pas brusquer les clientes. Et en fait, on m'a dit, enfin les clientes m'ont dit, bah ouais, mais si vous l'aviez fait dès le début, on aurait mieux compris. C'est très bizarre, tu vois, parce que tu te dis en fait, et puis moi c'est un peu un leitmotiv de tous les jours, c'est que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie perso, bah, je dis toujours, de toute manière, quoi que tu fasses, ce sera jamais assez bien ou toujours trop bien pour certaines, enfin telle ou telle personne. Donc prends pas la tête et fais ce que tu dois faire, quoi. Ouais, mais c'est marrant cette histoire-là de 3 ans après ça les ait plus perturbés que si ça avait été le début. Et du coup, comment tu as switché entre bah, tout ce qui est relatif au stylisme et la déco d'intérieur? J'en sais rien. Et du Je coup, là, sais. tu vois, 3 ans après, tu as dit que tu avais refait la boutique. Alors déjà, tu devais avoir une certaine appétence pour la déco ou en tout cas Ouais. une envie de changement et tout ça, enfin de quelque chose. Et tu sais pas, qu'est-ce qui a fait qu'un jour, tu t'es dit, ah non, mais en fait, je vais me diriger vers la déco d'intérieur, quoi. Alors en fait, mes parents ont toujours eu des immeubles, des appartements, des maisons, etc. à retaper. Et ce sont deux personnes qui sont très manuelles. Voilà, on a toujours fait plein de choses. Ma mère a elle a toujours été super douée pour faire tout avec rien. Et mon père, pareil. Enfin, vraiment, donc on a toujours eu dans la maison envie, besoin de bricoler et de faire plein de trucs. Et, et voilà, et je pense que quand, en fait, à un moment donné, cette boutique, elle était un peu, pas vieillotte, mais elle avait un style un peu, voilà, un peu théâtral, etc., qui me correspondait pas, qui me correspondait plus, que j'ai trouvé super fun quand je suis arrivée. Et voilà, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, je rachète une boutique avec un style, avec une clientèle. Et en fait, j'ai vu les chiffres. Tu vois, je me suis dit, OK, ça fait 20 ans que ça tourne, il y a on achète tant, on récupère tant, il y a tant de clientes, c'est génial, ça va matcher et on va faire du chiffre. Et j'étais très business et très carriériste à 22 ans, ce que je suis beaucoup moins aujourd'hui, ou en tout cas, je pense de manière différente. Et, euh, et je fonctionnais comme ça. Donc, je me suis même pas posé la question quand j'ai repris la boutique de la déco. Tu vois, c'était complètement, j'avais des grosses œillères, rien à faire. Et au bout de 3 ans, bah, j'étais dans la boutique. J'étais dans la boutique. J'avais l'atelier de robe de mariée qui fonctionnait du feu de Dieu. Mais j'arrivais un, à un point où l'atelier fonctionnait super bien, mais je pouvais pas plus le faire fonctionner parce que j'avais le poids de la boutique. Oui.
Et la boutique, je pouvais pas la faire moins fonctionner parce que j'avais quand même mes clientes à satisfaire. Donc, c'était très, très compliqué. Et je me suis dit, en fait, je vais essayer de rejoindre les deux sur le même niveau. J'entends physique parce qu'en fait, la boutique, j'avais 3 niveaux, un rez-de-chaussée, un premier sous-sol et un deuxième sous-sol. Donc, j'avais le rez-de-chaussée où j'avais la boutique. Le premier sous-sol où j'avais l'atelier de robes de mariée et le deuxième sous-sol où j'avais tout ce qui était réserve, etc. Et en fait, je me suis dit, ok, je vais essayer de monter un peu de pièces de robes de mariée au rez-de-chaussée et de voir si ça match. Et en fait, au niveau des collections, etc., c'était pas fou. Et je me suis dit, écoute, Élise, on arrive à un moment où tu as un peu de trésor de côté, où tu peux te le permettre. C'est 3 ans. 3 ans, c'est déjà beau quand même. Donc, écoute, marque le coup et tu fermes une semaine. Tu refais la boutique et après, on refait une grosse soirée pour les 3 ans, etc. Et en fait, j'ai eu un bide complet. Mais complet. Et là, tu te dis, ok, donc en fait, je viens de dépenser tant d'argent. Et là, c'est vraiment la trésorière qui a parlé, tu vois. C'est ok, j'ai dépensé tant d'argent. Je vais pas faire de retour sur investissement ou ça va être beaucoup plus long que ce que je pensais. Et voilà, mais bon, en tout cas, moi, j'étais contente parce que dans mon rez-de-chaussée, mes robes de mariée et mes tenues, etc., tout matchait. Donc, mes clientes de robes de mariée étaient contentes. Donc, en fait, je satisfaisais beaucoup plus ma clientèle de robes de mariée. Et voilà un peu comment c'est mis cette histoire de Ouais, déco de et déco. Et voilà. finalement, ça t'a pas vraiment lâché, quoi. Ça a Non, dû toujours rester un petit peu, et puis, parce qu'en plus, après, tu as été responsable déco. Donc, ouais, voilà. Et puis, ouais. Et c'est pour ça en fait parce que du coup quand j'ai vraiment voulu lâcher cette histoire de boutique parce que j'en pouvais plus et que je voulais passer à autre chose et que à la base en plus même je devais repartir en Australie et me faire une année sabbatique. Et là mes parents ont tempéré en disant ils disent tranquille parce que oui tu vas partir une année ça va être bien et puis quand tu vas revenir tu vas faire quoi? Donc en fait, tu vas gagner une année d'expérience, mais tu vas revenir et voilà, tu sauras pas ce que tu veux faire, etc. Bon, bref, c'est le discours un peu parental, tu vois. ouais. Et je me suis dit, ok, c'est vrai. Et moi qui suis un peu plus rationnelle, peut-être en vieillissant, tu vois, je deviens peut-être un peu plus rationnelle. Je me suis dit, ouais, en fait, ils ont pas tort. Ouais. C'est-à-dire que là, j'arrive à 30 ans et tu sais, moi, dans mon objectif, tu vois, c'est t'as 30 ans, t'as ton plan personnel qui est mis qui est bien mis en exergue à plat, etc. Et là, c'était pas le cas. Elle me dit, ouais, en fait, ils disent, t'arrives à 30 ans, il se passe rien dans ta vie de concret, fais quelque chose, quoi. Enfin, fais quelque chose. Et, euh, et là, je me dis, tiens, écoute, je vais partir. Donc, je vais sur un site sur Indeed, là, et puis je regarde, et puis je me dis, ok, qu'est-ce qui pourrait me plaire? Et au vu des diplômes que j'avais, donc j'ai mon diplôme de styliste modéliste, tu peux bosser dans le vêtement, mais tu peux aussi bosser sur tous les trucs un petit peu autour, qui gravitent un peu autour. Et je me dis, tiens, la déco, c'est pas mal. En plus, moi, c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, quand tu vas en salon pour acheter des vêtements, tu as forcément de la déco, etc. Et voilà, donc j'ai passé les entretiens et puis Ouais. j'ai switché dans ce magasin de déco et d'ameublement, pardon. Et voilà, donc je suis allée m'exiler là-haut, dans le froid et dans la neige. Ouais, donc ça t'a toujours quand même plus ou moins suivi, quoi, la déco. Et donc Ouais, aujourd'hui, tu es architecte d'intérieur, donc tu as monté ton entreprise, c'était l'année dernière, si j'ai bien compris, en oui, 2022. c'est ça. Est-ce que tu as rencontré un peu, enfin, des difficultés ou est-ce que tu as eu des doutes? Alors, oui, j'ai eu des doutes parce que, contrairement à la première entreprise que j'ai eue, tu vois, j'en ai peut-être un peu parlé tout à l'heure, où je disais que tu as 22 ans, en fait, tu te poses pas de questions, tu vois, tu fonces. Là, je me suis dit, déjà, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Parce que, bon, je me suis posé la question, je me suis dit, voilà, maintenant, t'es maman. Et quand t'es maman, t'as quelqu'un qui dépend de toi. Alors oui, on est deux à l'avoir fait, mais il faut quand même que t'assumes ta part, quoi. Et financièrement, je me suis posé la question parce que je me suis dit, ok, c'est bien, tu veux te lancer dans un truc, je pense que t'en es capable, parce que maintenant, t'as quand même eu pas mal d'expérience sur plein de choses, dans plein de domaines différents, qui au final sont pas si éloignés les uns que les autres, parce que Non, c'est clair.
Ouais. Mon père, c'était dans le bâtiment, donc voilà. Après, j'ai eu la décoration, donc ça a toujours été finalement un peu adjacent. Et je me suis dit, ouais, mais bon, là aujourd'hui, t'as le prêt de ta maison à payer, t'as ta fille à assumer. Donc ouais, oui, j'ai eu des doutes et je me suis dit, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Ouais, Et ton entourage t'a suivi aussi dans cette décision, dans cette nouvelle décision? Alors, mon conjoint, oui, tout de suite. Il s'est pas posé de, lui pour le coup, il s'est pas posé de questions en fait parce que il me disait, ben on voit quand on parle que c'est ça quoi. Enfin, voilà, vas-y. Et puis à ma petite échelle, quand on a rénové la maison, j'ai tout pensé de A à Z. Donc voilà, on n'a pas eu de loupé, on s'est pas loupé de beaucoup au niveau du budget. Enfin voilà, vraiment, ça a été assez cadré, carré. Euh, donc voilà, pour lui, c'était aussi une évidence. Il m'a dit, vas-y, fais-le. Et là, on avait comment dire, la possibilité financière de se dire, vas-y. En fait, c'est ça qui a déclenché. C'est-à-dire que moi, je me suis posé vraiment plein de questions parce que ben, je quittais un emploi en CDI, je quittais l'entreprise familiale. Euh, et voilà, donc ça a été difficile. Et je me dis, OK, donc là, tu vas quitter ton salaire, ta stabilité pour retrouver un truc où tu sais pas si tu vas trouver quelque chose. Et en fait, ce qui a pris la balance, qui a vraiment fait chavirer le truc, c'est de me dire, ouais, mais là, fais-le pour toi. Et tu arrives à un moment où tu as besoin de faire les choses pour toi. Mm. Voilà, psychologiquement, ça devenait tellement difficile que je me suis dit, OK, ben vas-y, quoi. Et je Mm. pense que c'est ce qui a pris le pas sur tout. Et, et voilà, je pense que c'est comme ça que j'ai remonté, entre guillemets, ce truc de doute, quoi. Ouais. Et au niveau équilibre vie pro, vie perso, c'est parce qu'on sait que l'entrepreneuriat, ça prend beaucoup de temps. On vit Ouais. l'entrepreneuriat tout le temps. Comment tu le vis, toi, en ayant une vie familiale aussi? Eh ben, écoute, moi, c'est très, comment dire, très. Je me suis imposé en fait une routine, Mm. tu vois. On a une petite dépendance que j'ai aménagée pour en faire mon bureau. Donc du coup, j'ai mon bureau qui est détaché de la maison. Ça, c'est Et pratique, ça, ça. voilà. Et ça, pour moi, c'était indispensable. C'était indispensable parce que, tu vois, entre la période avril à octobre, où les travaux ont été achevés, en fait, ici, au niveau du bureau, j'avais mon ordi dans la véranda. Et j'avais toutes mes affaires dans la véranda. Il était, bah, du coup, dans la maison, quoi. Et bah, à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui venait ou autre, déjà, fallait que j'enlève tout. Donc moi, ça m'imposait aussi de ne pas avoir mon bureau en bazar. Donc Mm. ça, c'était difficile. Mais c'est surtout le fait de se dire et de pas être tenté quand tu es à la maison, tu vois, le soir, une fois que tu as couché tes enfants, etc., de se dire, ouais, mais attends, je vais aller vérifier mes mails ou mes trucs, j'ai ça à faire, voilà. Et je m'impose vraiment ça. Et ça, je me le suis imposé parce que, et je rebondis sur la boutique, je vivais à la boutique. Enfin, clairement, Ouais. et j'ai passé des nuits entières à y aller. Ou alors, je ramenais du boulot chez moi. Tu vois, je ramenais des finitions, des ourlets de robe, des trucs comme ça, à refaire chez moi. Et ça, je m'étais dit plus jamais, plus jamais. Et je pense que la clé, en tout cas, moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. C'est j'ai mes horaires de bureau. Je viens au bureau pour faire ce que j'ai à faire. Et une fois que j'ai terminé, que j'ai débauché, je ferme la porte et je rentre chez moi. Mm. Et c'est terminé. Alors oui, ça m'arrive de transgresser et de venir bosser le dimanche après-midi quand ma fille est à la sieste ou des choses comme ça. Mais c'est très 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 rare que j'emmène l'ordi portable ou la tablette à la maison. Mm. Je préfère, tu vois, me dire, OK, j'y vais 1 heure et je bosse 1 heure et je suis à fond pendant cette heure-là plutôt que d'y être en dilettante sur le canapé ou quand on est parce que ça arrive aussi quand tu es à l'apéro avec des copains, tu regardes ton téléphone, puis tu vas te faire un visuel ou un machin, des supports de com. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'être à l'apéro, d'être avec la tablette et de travailler sur des supports de com. Mm. Et à un moment donné, c'est pas possible. Et même là, tu vois, en y réfléchissant, je me dis, mais n'importe quoi. Enfin, tu peux plus dire ça, c'est terminé, quoi. C'est terminé. Ben, ça a Donc, tendance à vite bouffer, quoi, hein. C'est vrai que si on fait pas un peu attention, euh, ouais, ça a tendance à prendre vraiment de la place sur la vie perso, quoi.
Enfin, ça peut, hein. Ouais, mais tu vois, je pense, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je te dis que l'expérience de la boutique, c'est une expérience et c'est pas un échec parce que ce qui me fait dire ça aussi, tu vois, en y réfléchissant là, c'est que euh, plus tu te rends dispo pour les autres, plus ils ont l'habitude que tu sois dispo. Et moi, du coup, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, moi, ok, vous avez mon numéro de portable, je suis joignable, il n'y a pas de souci. Par contre, si je décroche pas aux horaires d'ouverture, enfin aux horaires de fermeture, pardon, donc en dehors des horaires d'ouverture, Ouais. c'est pas la peine de me prendre la tête. Enfin, voilà, c'est quand c'est fermé, c'est fermé. Oui, oui, bah oui, t'es pas dispo, quoi. Bah, normal, quoi. Ouais, comme, Voilà, ouais, mais tu vois, il y en a qui ils comprennent pas comprennent ça. pas. Ouais. Vois. Il y en a qui comprennent pas et je pense que les réseaux sociaux n'arrangent pas. Euh, C'est sûr. voilà. Et là, j'ai des perles. Là, il y a des perles où tu te dis sur les réseaux sociaux, les gens, ils t'envoient un message à 22 heures sur Instagram. Si t'as pas répondu à 22h30, tu te fais engueuler parce que t'as pas répondu, alors que t'as vu le message. Oui, Mm. mais ok, mais j'ai peut-être vu le message, j'en ai peut-être pris connaissance, je le mets en non lu, je le relirai. Et moi, maintenant, je ne lis même plus mon Insta. Enfin, ça arrive, mais les demandes pro, je les gère, mais les demandes, comment dire, de clients et autres, soir et week-end, je fais plus. Mm. Voilà, c'est pas possible. Il n'y a pas 50 personnes chez moi en train de travailler sur mes réseaux sociaux. Je Oui, oui, suis non, mais c'est sûr, toute t'es seule, quoi. seul, quoi. T'es seul à tout gérer, donc forcément, tu peux pas être partout, tout le temps, quoi. Sinon, Mm, c'est infernal. mm. Et comment tu te vois dans quelques années? Eh ben, au risque de surprendre peut-être, mais toujours là, tu vois, toujours dans mon petit bureau, à la maison, tranquillement. Voilà, faire ce que je fais aujourd'hui, bosser pour mes clients, leur faire plein de jolis projets, travailler avec eux. Mais j'ai pas envie d'expansion, tu vois, d'avoir un grand cabinet. J'ai pas envie de ça. Et c'est en ça où je pense que j'ai beaucoup évolué et que les aléas de la vie ont fait que, mais voilà, j'ai plus du tout cette appétence et ce goût pour vraiment faire. Un gros truc, quoi, pour un Ouais, gros projet. moi, du moment que j'ai ma société, que je comble mes clients et que je me comble moi personnellement, tu vois, et un peu mon compte en banque, c'est bon. C'est quoi ta plus grande satisfaction d'être arrivé jusqu'ici? Ben, quelque part quand même de m'être fait confiance parce que à la base je suis pas quelqu'un qui ait une grande confiance en soi. Et en fait là pour vraiment pour cette société je me suis fait confiance et j'ai tout fait toute seule. Autant sur un plan communication, site internet, etc. Mais vraiment j'ai entendu l'avis de mon conjoint, mais je savais que je voulais le faire et je savais que je le ferais. Je savais pas sur quelle durée, si c'était vraiment à très très court terme ou si ça allait prendre un peu plus de temps, mais je savais que j'allais le faire. Tout à l'heure, tu m'as demandé, mon conjoint m'a suivi, mon père m'a dit, Elise, tu vas te planter, quoi. Tu vas te Ah ouais. planter. Voilà, donc le fait de l'avoir fait sans aide extérieure et, en me posant, en fait, vraiment de me dire, OK, donc là, tu te poses, tu prends, tu vois, c'est le truc tout bête, mais le truc de la feuille blanche et de dire bah, les plus, les moins. Et dans les plus, il y avait l'expérience de la précédente boutique parce que C'est sûr, je, c'est sûr. C'est une grande je richesse, savais, en fait, c'est d'avoir fait ça. ça, je savais ce qui avait matché. Quelque part aujourd'hui, je sais pourquoi ça a pas matché parce que il y a eu telle et telle erreur ou au contraire, il y a eu tel truc. Et voilà, ça n'a pas été fait sur les bons moments, sur les bons timings parce que une entreprise, c'est de faire les. Il n'y a pas de bon choix ou de mauvais choix, mais c'est de faire les choix au moment T. Mm. Et quand tu les décales bah, d'une microseconde, et ben ça met un petit grain dans l'engrenage et ça foire. Et voilà, donc vraiment de reprendre toutes ces expériences que j'ai eues, qui même si j'ai que 33 ans aujourd'hui, mais j'en ai eu quand même pas mal. Et ça a fait toute ma force aujourd'hui et de me dire, ouais, ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de me dire, ouais, bah écoute, tu t'es fait confiance, tu t'es relevé plein de fois et aujourd'hui, tout roule, quoi. Mm. Donc, ouais, ça c'est top. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui écoutent et qui voudraient se lancer soit dans un projet d'entrepreneuriat, soit dans d'autres choses, mais qui n'osent pas?
Je dirais que ça, mon petit côté rationnel dirait d'abord, je pense qu'il faut se poser et de bien se documenter sur le côté législatif. Tu vois, de vraiment être sûr de pas être borderline ou autre, de vraiment checker les statuts, si c'est pour une société, quels différents statuts tu peux avoir, etc. Parce que on a souvent des idées préconçues de se dire, tiens, le I, ça va être plus simple que la SARL, ou la E, ça va être plus simple, ou ça, machin, etc. Non, ne prends pas comment dire, d'idées préconçues, pose-toi et fais-toi vraiment ton avis, ton propre avis. Et regarde ce qui te correspond le plus, parce que ce qui va correspondre, même pour ton mari ou ta femme, te correspondra pas toi, parce que vous êtes deux personnes complètement différentes. Donc, moi, je dirais que les conseils, c'est vraiment de bien se documenter, de se rapprocher d'un notaire ou d'un avocat, etc., ou même d'un comptable, si tu as besoin. Et après, si tu as un projet, je me dis que la seule personne capable de porter un projet, c'est la personne qui y croit. Donc, si tu crois en ton projet, tu trouveras après derrière la personne pour gérer tes réseaux sociaux, tu trouveras la personne pour te faire tes trucs de communication, etc. Tu trouveras toujours des aides. Mais par contre, il faut que toi, tu portes ton projet. Et si toi, tu crois en ton projet, documente-toi et le reste se fera tout seul, je pense. Ouais, et d'ailleurs, tu as dit quelque chose au tout début de l'interview, je ne sais plus à quel moment, mais tu as parlé de suivre ton instinct. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, j'aime vraiment bien cette idée. C'est quelque chose, moi, de mon côté, que je faisais beaucoup moins étant plus jeune et que je fais beaucoup plus maintenant, d'écouter un petit peu sa petite voix intérieure. Est-ce que c'est ce qui t'a suivi aussi, peut-être, au fur et à mesure de ces années et qui t'a fait arriver là où tu es aujourd'hui? Moi, je pense que oui, parce que j'ai une personnalité. Alors, c'est ce qui contraste un peu, parce que tu vois, il y a très peu de temps, je t'ai dit que j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en moi. Ouais. Et pourtant, alors je sais pas si ça veut dire, moi je suis Sagittaire, et les Sagittaires ont la réputation d'être têtus et d'être très aventuriers. Et moi j'aime bien, c'est pas papillonner, mais tu vois, j'aime bien, je me disperse très très vite. Vraiment très très vite. Et j'en ai fait des stories assez sympas et drôles en fait sur le compte de ma société, là, sur Maison Cétoine, parce que il y a un moment où j'étais en train de me filmer, en train de faire les finitions autour de ma baie vitrée. Et j'ai posé mon tube de colle pour me remettre à mon bureau, faire mes mails. Puis après, j'ai enchaîné sur ma fenêtre. Puis après, je suis revenue à mon bureau pour faire un autre truc. J'ai pris mon téléphone. Enfin, et en fait, au bout d'une heure, si tu veux, je me suis mis, une heure après, je me suis mis dans mon fauteuil et je me suis dit, mais Élise, t'as été me commencer 50 trucs. T'as pas été foutue d'en finir une. Enfin, c'est n'importe quoi. Et en fait, je suis assez comme ça, ou parfois c'est très dur de me suivre parce que je vais me lancer je sais pas, je vais me lancer dans une activité, la cuisine, etc. Puis après, je vais dire, ah bah non, en fait, c'est pas pour moi aujourd'hui, je vais faire autre chose, etc. Et je fais tout le temps ça. Et au niveau de mon instinct, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que voilà, j'avais envie de faire de la robe de mariée. J'ai fait de la robe de mariée. J'ai eu de très très belles expériences et de très très belles rencontres avec des clientes, etc. Je suis très heureuse de l'avoir fait. Mais à côté de ça, je suis partie à Reims, dans une ville que je ne connaissais pas, du jour au lendemain, etc. Et ça aussi, ça a été instinctif. Et finalement, j'ai bien fait de suivre mon instinct, même si à la base, c'était pour m'exiler et pour partir et pour fuir un peu tout ce que je venais de vivre. Mais au final, je l'ai bien fait parce que j'ai bien fait de le faire parce que ça m'a apporté une belle expérience aussi, quoi. Que ce soit dans la déco ou que ce soit en termes de management, parce qu'il y avait 6 personnes avec moi et il fallait le driver, quoi. J'aime vraiment bien ouais, cette idée de suivre son instinct et ouais, c'est ce qui t'a amené là où tu es aujourd'hui et voilà, il faut suivre son instinct. Mm. Ben oui. Si tu te revoyais au début de ton aventure, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne, sachant ce que tu es devenue aujourd'hui? Alors peut-être soit tu étais vraiment plus jeune au tout début ou alors dans des phases peut-être un petit peu plus sombres. Mais je pense que ça va reprendre un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais ne pas, comment dire, ne pas prêter attention à ce qu'on peut dire sur moi. Tu vois, sur ma personne, sur mes capacités, sur ma légitimité à faire ce que je fais.
Euh, et ça, que ce soit dans tout, que ce soit dans l'école, que ce soit à l'école, sur mon parcours scolaire, ou que ce soit dans mes études après supérieures, ou au vu des entreprises que j'ai pu avoir, etc., de mes expériences professionnelles. Et, euh, et de toujours croire en mes idées et, euh, et de croire en moi. Ouais, clairement, ouais, si je devais me dire quelque chose, c'est ça, c'est prête pas attention à ce qu'on peut dire sur toi ou sur ce que tu dis, parce que de toute manière, quoi que tu fasses, ça plaira toujours à certaines personnes, mais ça déplaira toujours à d'autres. Donc, te prends pas la tête. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de, bah, tu le fais plus à l'instinct aujourd'hui, et je pense que c'est parce qu'on vieillit aussi. Et je pense que on refait cette interview dans 20 ans, et je te redirai. Bah aujourd'hui, je prête encore moins attention, voire plus du tout à ce qu'on me dit, et je m'en moque complet, quoi. Et je pense que la vie serait tellement plus simple si on se prenait pas la tête d'écouter ce que les gens disent. Enfin, vraiment, vraiment. C'est, voilà, tu dis quelque chose, normalement, si tu dis quelque chose, c'est que tu le penses. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je fonctionne. Euh, donc voilà, vas-y, quoi, te prends pas la tête. Prends pas la tête et crois en toi. On arrive à la fin de l'interview et à la dernière question que j'aime bien. Est-ce que tu as un mantra qui te suit au quotidien? Et ben là pour le coup tu vois pareil je vais suivre, je vais prendre le fil conducteur de la question précédente et euh, j'ai une phrase qui est tatouée sur mes poignets où ça dit en anglais de croire en ses rêves. Donc j'ai moitié sur un poignet, moitié sur l'autre poignet. Et j'ai fait ça il y a quoi? Il y a peut-être 10 ans maintenant et même plus que ça. Faut pas compter. Et et du coup faut pas compter. Et ouais, croire en ses rêves. Et en fait, tu vois, c'est la ligne, c'est le fil conducteur, en fait, et c'est le fil de fer de cette interview, parce que, au final, comment dire, mettre de côté tes aspirations, etc., pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais il y a un moment donné où ça finira quand même par revenir. Donc, voilà, ben, crois en toi, prends les expériences dont tu as besoin, et puis après, lance-toi, et puis voilà. Ouais, c'est une belle phrase de fin, croire en ses rêves. Merci beaucoup, Élise. Et du coup, bah, longue vie à Maison Cétoine, parce qu'en fait, on n'avait même pas cité le nom durant l'interview. Donc, longue vie à ton entreprise et merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à cette interview. Ben, je t'en prie, merci à toi, Bénédicte. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.